RICI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Virus Ebola. Cette 10e épidémie a déjà fait 44 morts pour 78 cas déclarés. De nombreux musulmans étaient présents ce vendredi à la grande mosquée de la Mecque, un prélude au pèlerinage annuel du Hajj. C'est une initiative qui pourrait faire école. Au Nigeria, un groupe de citoyens a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour contrôler les actions du gouvernement. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'un des plus grands rassemblements religieux au monde, le Hajj, commence dans 2 jours à la Mecque. Avant le début de ce pèlerinage annuel, les fidèles musulmans se sont rendus à la grande mosquée pour la prière du vendredi. Selon le Coran, les musulmans âgés de plus de 18 ans doivent accomplir ce pèlerinage au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. C'est un acte qui représente un rite de passage essentiel pour les musulmans et aussi un défi logistique massif pour les autorités saoudiennes qui doivent gérer des foules colossales. Arzouma Compaoré. Après les prières autour de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam, les pèlerins ont effectué aujourd'hui la grande prière du vendredi. C'est l'un des moments attendus par les fidèles musulmans à 2 jours de la marche vers Médine, qui marquera le début du Hajj, le devoir religieux de 5 jours. Je remercie d'abord Dieu de nous avoir permis de visiter sa maison. Nous le remercions de sa bénédiction. S'il y a une chose que nous désirons dans la vie, c'est de faire le Hajj. Je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas de mots. Pour tout musulman, c'est le plus grand rêve de la vie de voir la Kaaba et de prier pour soi-même, pour ce pays et pour toute la nation musulmane. Cette année, les températures élevées ont forcé de nombreux pèlerins à se réfugier dans des endroits où la température est moins exténuante, ce qui explique en partie le nombre réduit de fidèles à la prière du vendredi. Mais qu'à cela ne tienne, la journée est restée pour beaucoup un temps fort, rempli d'émotions. C'est vraiment impressionnant. Quand j'ai vu le Kaaba, vraiment, j'étais comme une plume. J'étais tellement contente que je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pleuré. Le pèlerinage annuel du Hajj, qui va cette année du 19 au 24 août, est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Près de 2 millions de pèlerins sont attendus sur les sites les plus sacrés de l'islam. En RDC, 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été déclarés dans l'est du pays, avec 44 décès selon les autorités sanitaires congolaises et l'OMS. À Goma, une ville d'1 million d'habitants, les agents de santé ont mis en place des dispositifs sanitaires et des mesures d'hygiène afin de contrôler la maladie. Les précisions avec Blanche Sano. Goma, une ville située à plus de 350 km au sud de l'épicentre de la ville de Mangina, dans la province du Nord Kivu. Ici, le moyen de transport populaire reste les mototaxis. Face à l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires tentent de minimiser les risques de contamination au sein de la population. Cette maladie appelée Ebola est déjà proche de nous, donc les clients ne portent pas de casque. On nous a dit que cela pouvait se propager par la sueur et que nos casques sont portés par différents clients. Nous avons donc été autorisés à transporter des passagers sans casque pour empêcher le virus d'Ebola de se propager. Des postes de lavage des mains ont été installés au coin des rues. Pour prévenir la maladie, j'ai dit à toute la population de Goma et aux environs de bien être vigilants à se laver les mains parce que la maladie est là. Elle peut provenir, elle peut arriver à Goma en provenance de Béni par les mouvements transfrontaliers. Les résidents de Goma savent que les percées médicales ne signifient pas grand-chose si des mesures simples ne sont pas prises sur le terrain. Pour nous prévenir contre cette maladie, il nous est impéré de nous laver la main. C'est pourquoi je le fais aussi. Précautions sanitaires, réduction du contact physique, économie au ralenti, un tableau habituel au Congo qui a connu 10 épidémies d'Ebola depuis la découverte du virus sur la rivière Ebola en 1976, tuant au total quelques 900 personnes.
Emmanuel Macron a réitéré l'engagement de la France à se tenir aux côtés des autorités et du peuple malien pour surmonter le défi de la lutte contre le terrorisme et favoriser l'investissement et le développement économique. C'est la teneur du message qu'il a transmis ce vendredi à son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, au cours d'un appel téléphonique durant lequel le président français a tenu à féliciter Ibeka pour sa réélection à la présidence du Mali. Une réélection contestée par les partisans de l'opposant Soumaïla Cissé. Je refuse et dénonce ces résultats. Ils ne sont que supercherie, mascarade, parodie et mensonge. Ils ne sont que le fruit pourri d'une fraude honteuse. À Madagascar, le président Eri Radjaonarimampyan a annoncé vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre et le 19 décembre en cas de deuxième tour. Il devra notamment affronter deux opposants et anciens présidents, Ange Rajouel et Marc Ravalomanan, qui ont déjà annoncé qu'ils seraient candidats. Pour le moment, 13 dossiers de candidature ont été déposés à la Haute Cour constitutionnelle. La clôture des dossiers de candidature est prévue le 21 août, donc dans 4 jours. Au Burkina Faso, un autobus d'une compagnie minière a été attaqué ce matin par les hommes armés non identifiés dans l'ouest du pays, faisant au moins 2 morts et 5 blessés, dont l'un des 2 policiers qui faisait partie de l'escorte du véhicule. Selon les médias locaux, le véhicule transportait des travailleurs de la compagnie Samafo qui est tombé dans une embuscade vers Ouarkouaye dans l'ouest du pays. La justice angolaise a acquitté 13 militants du mouvement pour l'indépendance de Cabinda. Ils avaient été arrêtés le 10 août dernier alors qu'ils tenaient une réunion politique en vue d'organiser une manifestation. La justice les avait alors accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État. Leur avocat, Arao Boula Tempo, a salué l'indépendance du tribunal. Révolutionner le système éducatif au Gabon, c'est le nouveau cheval de bataille du président Ali Bongo Ondimba qui a jugé l'éducation dans son pays sinistrée. C'était lors d'un discours prononcé à la télévision d'État à l'occasion de la fête de l'indépendance. Les résultats du baccalauréat 2018 sont à peine moins catastrophiques que ceux de 2017, a-t-il déclaré. Le Gabon a connu une quasi-année blanche scolaire en 2016-2017 suite à une longue grève des enseignants. Le secteur de l'éducation est aussi miné par les faibles moyens financiers qui conduisent à des mauvaises conditions de travail. Allons à Libreville, où nous attend Jean-Rémy Yama. Il est président de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, le système éducatif gabonais est sinistré, dit le président Ali Bongo Ondimba. Est-ce que c'est le même constat que vous faites au niveau de votre confédération? C'est le même constat, mais je vous dis qu'il avait été déjà fait en 2010, lorsqu'il a pris le pouvoir. Il y a eu des états généraux qui ont été effectués. Et pendant ces états généraux, une décision d'un plan d'urgence avait été décidée et qu'il fallait à peu près 400 milliards par an pour relever notre système éducatif. On va dire 9 ans après, il n'y a pas eu d'investissement, rien n'a été fait. Et donc, nous refaisons le même constat 9 ans après. Donc, puisque rien n'a été fait depuis 2009, donc ce n'est pas surprenant. Effectivement, notre système est sinistré. Alors, 400 milliards, c'est beaucoup d'argent et les enseignants se plaignent régulièrement des mauvaises conditions de travail. Et le président Ali Bongo Ondimba dit que la priorité ne devrait pas être ces revendications salariales, mais l'avenir des enfants. Que lui répondez-vous? Mais justement, les revendications des syndicats portent seulement, pour la plupart, sur l'amélioration des conditions de travail. Quand les enseignants se battent pour améliorer les conditions de travail, ils se battent pour eux ou bien ils se battent pour les enfants. Lorsque vous avez des classes de 150 élèves, alors qu'il est prévu en contenir 50,
dont certains sont à même le sol, même pas sur les bancs, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bancs, de tables-bancs. On se bat pour qui? On se bat pour les enfants. Donc, les grèves successives se sont déroulées tout simplement parce que le programme qui avait été fait en 2010 dans le cadre des États généraux n'a pas été respecté par le gouvernement, qui a préféré financer 2 fois l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au lieu d'investir dans l'éducation. Voilà le résultat. Alors, lorsque vous parlez des classes surchargées, on parle aussi des programmes inachevés. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des enseignants dans cela? Oui, allô? Oui, je dis, lorsque vous parlez de classes surchargées, on constate aussi qu'il y a des programmes inachevés. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des enseignants? Ben, je ne vois pas. En tout cas, s'il y a une responsabilité, elle serait minime. Parce que les programmes inachevés dont vous parlez, mais depuis 2015, les enseignants ne bénéficient plus d'aucune formation. Je veux dire, les concours prévus pour le renouvellement des connaissances ne sont pas effectués. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous contestons d'ailleurs certaines mesures d'austérité, puisqu'elles visent à bloquer la carrière de l'enseignant. Jean-Rémy Yama, président de la Confédération syndicale dynamique unitaire à Libreville, je vous remercie. On peut encore mourir de famine en Afrique et Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme au Nigeria où au moins 33 enfants sont morts en 2 semaines entre le 2 et le 15 août dans un camp du nord-est du pays. Ce camp abrite des personnes chassées de chez elles par l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram, indique l'ONG. Elle précise avoir mis en place une aide d'urgence pour les déplacés de ce camp situé à Bama, autrefois 2e ville de l'État de Borno, devenu un centre humanitaire. Depuis avril 2018, plus de 10 000 personnes sont arrivées à Bama. Un groupe de Nigérians se tourne vers les réseaux sociaux pour contrôler les actions inachevées du gouvernement, notamment lorsqu'il s'agit de grands travaux. L'émergence d'une cyberdémocratie intervient alors que les élections présidentielles et législatives approchent dans le pays. Raïssa Girondin. Ils publient des photos sur Twitter, traquent le bon déroulement des constructions et rendent des comptes. Le projet Traka est composé de Nigérians ordinaires, désireux de voir les choses changer en suivant et évaluant les projets publics financés par l'argent du contribuable nigérian. Ienye, un des membres de ce groupe, scrute l'état des différentes routes et ne semble pas être très satisfait du travail. Dans ces routes, j'observe en particulier la manière dont se fait le coulement d'eau. C'est comme si elles avaient été faites par des amateurs. Elles ne sont pas bien construites et cela empêche l'eau d'être canalisée. Les agents de ce groupe se servent des réseaux sociaux pour relayer au maximum les photos et les vidéos des projets inachevés. Une manière, selon Traka, d'éduquer les citoyens à la démocratie. Vous savez, nous sortons d'un contexte de longue domination du régime militaire et les citoyens ne se sont pas imprégnés de ce que j'appelle les fonctions démocratiques. Pour moi, la seule façon, c'est que les citoyens se conduisent comme si nous étions dans une démocratie où le peuple peut demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. À 6 mois des élections présidentielles et législatives, la société civile nigériane s'organise et a trouvé un nouvel espace de débat. Ces initiatives sont largement suivies et contribuent à marquer l'avènement d'une cyberdémocratie. Les tensions entre les États-Unis et la Turquie ne sont pas prêtes de s'abaisser et les effets se font ressentir. La livre turque a chuté ce vendredi après des avertissements de sanctions économiques supplémentaires des États-Unis qui réclament la libération du pasteur américain Andrew Brunson, détenu par Ankara. Ce climat d'hostilité inquiète les investisseurs, mais la Turquie rassure. Le ministre turc des Finances a d'ailleurs fait savoir que son pays n'avait pas besoin de l'aide du Fonds monétaire international pour émerger. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Ils sont jeunes et caressent tous le rêve de devenir boxeurs. Mais que faire? Nous suivrons au Ghana l'exemple d'un enfant d'une communauté de pêcheurs. Nous irons également en Afrique du Sud à la rencontre de Samuel Mbiza. Ce Sud-Africain est passé maître dans l'organisation des courses de pigeons. Dans Culture Hebdo, retour sur la disparition d'une légende, Aretha Franklin, la reine de la soul. Yacouba Ouedraogo est encore fidèle au poste ce vendredi pour un résumé de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Ce n'était plus une surprise depuis que le joueur a lui-même annoncé son transfert sur Tude dans la ville rose. Toulouse a officialisé l'arrivée de Stéphane Mbia. 6 ans après avoir quitté la France et Marseille, l'international camerounais fait son retour en Ligue 1 qu'il connaît si bien. Le polyvalent joueur de 32 ans, libre depuis la fin de son aventure en Chine, au Hubei chinois, a signé un contrat d'1 an avec Toulouse FC. Retour aussi pour Gervinho qui pose encore ses valises en Italie. 2 ans et demi après avoir quitté l'Europe et l'AS Roma pour la Chine, l'Ivoirien retrouve la Série A. L'ancien joueur du LOSC et d'Arsenal s'est engagé avec Parme, promu en première division. Gervinho, 31 ans, qui évoluait depuis 2016 au Hubei Fortune, comme bien donc, s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Il n'a fait que 7 apparitions la saison dernière avec le club chinois, délivrant 3 passes décisives. La Serie A qui reprend ses services demain avec les débuts très attendus de Cristiano Ronaldo. C'est en tant que titulaire que l'ancien attaquant du Real Madrid va découvrir le championnat d'Italie sur le terrain du Chievo Vérone. CR7 s'entraîne depuis le début du mois avec la Juventus et a joué cette semaine lors de 2 matchs amicaux, mais il n'a pas participé au stage de préparation de son équipe ici même aux États-Unis. Cristiano Ronaldo donc va évoluer sous les ordres de Massimiliano Allegri, qui préfère parler du groupe plutôt que de l'individu Ronaldo. Suivez. On commence la saison avec une équipe renforcée. Ce samedi, nous allons jouer contre Chievo. Nous aurons besoin d'enthousiasme et d'équilibre parce qu'aucun club ne nous fera cadeau. Nous avons été conçus pour tout gagner. De nouveaux défis donc pour la Juventus et Cristiano Ronaldo, et cela commence dès demain. Parlons boxe maintenant, mais pas sur les rings professionnels. Je vous invite au Ghana où les enfants de la communauté des pêcheurs de Jamestown, une banlieue d'Accra, rêvent d'une carrière dans la boxe, mais ont du mal à surmonter leur niveau élevé de pauvreté et le manque d'opportunités. Regardez. Il boxe dur aujourd'hui pour faciliter sa vie future. Théophilus Kay n'a que 11 ans, mais compte déjà à son actif 2 combats remportés au championnat du monde de boxe junior. Son quartier, Jamestown, un ancien port de pêche d'Accra, a produit certains des meilleurs boxeurs du pays. Kay veut être la prochaine légende de la discipline. Je veux me battre comme Floyd Mayweather. Il ne perd pas les combats, c'est pourquoi je veux lui ressembler. Je veux gagner un titre mondial pour le Ghana. Je sais que je suis un bon boxeur, alors je veux aller loin à l'école. Il y a plusieurs gymnases comme celui-là à travers Jamestown, développant des talents comme Kay dès leur bas âge. Ces jeunes combattants caressent tous le secret espoir d'être détectés et de quitter un jour le Ghana pour des carrières plus lucratives à l'étranger. Cependant, ce rêve fait souvent obstacle à leur éducation. De nombreux parents de Jamestown ne sont jamais allés à l'école et ne connaissent pas la valeur de l'éducation. Ils ont le sentiment que payer l'école de leurs enfants est une perte d'argent parce que beaucoup d'entre eux ne resteront pas à l'école. L'entraîneur de Kay, David Ankra, a foi en ce qu'il fait, mais surtout en ses jeunes protégés. Nous avons beaucoup de jeunes combattants ici. Nous savons que nous pouvons produire des champions du monde. Certains ont eu l'occasion de voyager et quand ils y vont, ils se battent bien. La boxe est leur avenir. Avec la surpêche, il y a moins de poissons et les pêcheurs de Jamestown se battent pour survivre. Boxer est alors devenu une alternative pour beaucoup de jeunes. La mère de Kane voit l'avenir de son fils dans la boxe.
Beaucoup de gens dans notre quartier croient que mon fils pourrait un jour devenir champion du monde. Je crois que s'ils ont du soutien, ils pourront aller loin. Aller loin dans la boxe, mais aussi dans les études, comme le rêve Kei, qui veut être pour les autres un modèle de boxeur bien instruit. Voilà donc pour les sports aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Merci Yacouba Ouedraogo et à la semaine prochaine donc. C'est l'heure de Culture Hebdo avec Ekia Badou. Ekia, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors on va commencer avec ces images de la chanteuse noire américaine Aretha Franklin qui s'est éteinte à son domicile de Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 76 ans. Après l'annonce de son décès, le monde de la musique, les artistes et les politiques lui ont rendu hommage. Le président Donald Trump a salué une femme exceptionnelle qui a bénéficié d'un merveilleux bienfait de Dieu avec sa voix. L'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle parlent de lueur divine à chaque fois qu'elle chantait. La reine de la soul avait été diagnostiquée d'un cancer en 2010 et recevait des soins chez elle depuis une dizaine de jours. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité des Noirs et des femmes aux États-Unis. Un tube qui avait été composé par Otis Redding. Tout à fait, c'est un tube qui a été composé par Otis Redding et il lui ouvrira en 1967 ses premiers Grammy Awards sur les 18 qui vont jalonner sa carrière. Voilà, une riche carrière donc. Et le portrait de la semaine, Ekia ? Alors le portrait de la semaine, il s'agit de Janet Jackson, 52 ans et toujours aucune ride. C'est la Benjamin du clan Jackson dans son dernier album Unbreakable qui date de 2011. Elle rendait hommage à son frère Michael Jackson après 7 ans d'absence. Tôt ce matin est sorti son dernier titre, Make for Now, en featuring avec Daddy Yankee, très apprécié par la communauté latino. Dans le clip, on imagine bien là où elle veut se tourner. Elle se dirige vers l'Afrique, on entend les guitares, certains cris, on voit même une autre façon de danser. Cette musique est signée Harmony, c'est un producteur nigérian. John, la date de son 12e album n'est pas encore connue, mais en coulisses, on parle déjà de certains titres qui attendent juste d'être posés avec des artistes du continent. Alors de qui s'agit-il ? L'avenir nous le dira. Mais en attendant, je vous laisse découvrir un extrait de Make for Now. John, dernière information, Janet Jackson présente ce soir son projet à un événement privé à New York et demain, elle ira à la rencontre de jeunes écoliers à Harlem. Je ne vous laisse pas partir. Qui a cette musique qui passait? Comment on la danse? Ouh là là, on va l'improviser peut-être à la fin de l'émission. Voilà, on va essayer quelques pas de danse. Donc, nous allons aller à la découverte d'un amoureux des pigeons. Samuel Pisa est l'un des rares Sud-Africains noirs qui élève, entraîne et organise la course de pigeons, un sport relativement rare dans la communauté, mais qui, selon lui, pourrait aider les jeunes défavorisés à sortir de la pauvreté. Allons donc à sa découverte, et c'est avec Blanche Sanou. Un coup de sifflet et les pigeons rentrent chez eux après une journée d'entraînement. Nous sommes à Samuel's Loft, un club de pigeons de course situé à Walkerville, à 30 km au sud de Johannesburg. Il y a quelque chose de spécial concernant les pigeons, leur apparence, leur allure sportive et leur comportement, ainsi que leur intelligence. Ils sont très intelligents. Colombophile et champion du monde de course, Samuel a travaillé avec des pigeons depuis son jeune âge. Comme tout jeune garçon, nous élevions des pigeons, mais plus du genre pigeon de meute ou pigeon de rue. Ma mère était une personne unique et elle aimait des choses uniques, des choses différentes. Donc elle m'a offert des pigeons avec des queues en forme d'éventail,
ceux qui ont de grandes queues les plus beaux. L'année dernière, il a marqué l'histoire en faisant une enchère et en achetant le meilleur pigeon de course longue distance de la Belgique pour un montant record de 350 000 $ américains. Son projet est d'élever l'oiseau surnommé le pigeon Usain Bolt et de créer une légion de champions pour l'Afrique du Sud. Je leur apprends à voler à l'extérieur, à s'entraîner. Tôt le matin, nous nous levons, nous les sortons d'abord, ensuite nous les pourchassons pendant 1 heure, 30 minutes, voire 15, quand ils sont encore jeunes. Samuel ambitionne de construire une autre galerie à Soweto afin d'intéresser des jeunes issus de milieux défavorisés à ce sport ancien mais unique. Je voudrais vraiment les encourager. Et tout le monde sait qu'en Afrique du Sud, nous sommes confrontés à de nombreux défis financiers, en particulier dans la banlieue, où il n'y a plus d'emploi. Les choses ne sont pas roses, alors pourquoi ne pas créer un sport pour les éloigner du crime et aussi un sport qui peut leur donner des moyens financiers. Ce sport vaut des millions de dollars. Dans certaines courses, le premier prix peut aller jusqu'à 1 million de dollars et le droit d'entrée peut atteindre 1 000 $. Mais les groupes de défense des droits des animaux réclament l'interdiction des courses de pigeons. En réponse, Samuel dit qu'il aime ces pigeons et les traite comme des rois. Des rois pigeons. Un étudiant de 18 ans, Vako Marshlavili, originaire de Géorgie, a réussi ce vendredi à résoudre 6 cubes de Rubik sous l'eau et cela lui a valu un record mondial Guinness. Il a passé 1 minute 44 secondes sous l'eau donc. Le dernier record Guinness dans la catégorie date du 1er août 2014. Il était détenu par Anthony Brooks du New Jersey ici aux États-Unis. Marshlavili dit s'être préparé pour ces défis sous-marins depuis 6 mois et il a dû s'entraîner plusieurs heures par jour pour atteindre ce résultat. Très excellent. C'est un autre défi qui a été relevé ce jeudi par les floriculteurs belges à l'occasion de l'édition du tapis des fleurs sur la place centrale de Bruxelles. Malgré la chaleur étouffante, ils ont pu réaliser ce tapis de 1800 mètres carrés composé de 500 000 fleurs. L'œuvre s'inspire cette année de la région mexicaine de Guanajuato. Le tapis présente un oiseau entouré d'illustrations de la faune et de la flore mexicaine. L'événement date de 1971. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonne semaine à tous.